Cette histoire commence il y a bien longtemps. Mais avant qu'elle ne commence, il me semble utile de vous raconter pourquoi elle a commencé. Et pour cela, je dois vous expliquer ce qu'il s'est passé il y a plus longtemps encore, au temps où une eau froide et profonde recouvrait l'essentiel de la surface de la terre. Son histoire, c'est ce que l'on va vous raconter. Une princesse, un démon, une légende qui parle d'amitié. Et commence au fond de la mer, il y a bien longtemps, quand les grandes servaient leur mère, un cache-cache géant. Son histoire, c'est ce que l'on va vous raconter. Saint Marie et Raymond finissent par se réconcilier. Saint Marie est la boulangère, un renard, un bec fort. Il est con à sauver ses frères d'une effroyable mort. Son histoire, c'est ce que l'on va vous raconter. Une princesse, un démon, une légende qui parle d'amitié. La mer s'étendait alors à perte de vue. Sa surface, calme et monotone, ne se laissait perturber que par le chant des vagues et la caresse du vent. Tout paraissait désert, morne et, ma foi, fort ennuyeux. Pourtant, ce n'était là qu'une apparente supercherie, car sous les flots grouillait une vie insoupçonnable. Des milliers, que dis-je, des millions, non même des milliards de formes de vie se côtoyaient. Certaines que nous connaissons encore, comme les dauphins, les requins, les crabes, les hippocampes, les calamars, les pieuvres, les méduses et toutes les espèces de poissons ou de cétacés que les pêcheurs remontent de nos jours dans leurs filets. Mais aussi d'autres qui ont depuis longtemps disparu et dont l'existence nous est parvenue sous forme de légende. Des baleines grosses comme le pouce, des krakens, sortes de calamars aussi gigantesques qu'un paquebot, des poissons hypersoniques ou encore d'autres musiciens. Et bien entendu, parmi toutes ces espèces, des sirènes. Ces êtres mi-humains, mi-poissons qui semblent avoir peuplé la Terre bien avant l'arrivée des humains. Et ce n'est pas tout. Figurez-vous qu'à cette époque, toutes ces espèces vivaient ensemble dans une parfaite harmonie. C'était la paix, une paix sans concession qui perdurait depuis des milliers d'années et que rien ne semblait rompre. Et pourtant, elle fut rompue. Elle fut rompue par la faute de 4 amis. Nagimon le requin, Éden le poisson, Hasard le dauphin et Séréna la sirène. L'histoire se souvient de leur nom, mais n'a pas retenu le sujet de leur querelle. Peut-être fut-elle insignifiante. Quoi qu'il en soit, leur dispute fut le point de départ d'une tragédie qui laissa des traces dans la vallée du Samson, et plus particulièrement dans les alentours de l'actuel village de Faux-les-Tombes. Pourquoi là, me demanderez-vous ? Eh bien parce que c'est précisément là qu'eut lieu leur dispute. Nagimon, Éden, Hasard et Séréna aimaient beaucoup se rendre dans des cavités que la mer avait creusées là, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les grottes de Goyet. Ils venaient y faire des parties de cache-cache géants. C'est peut-être pendant l'une d'entre elles que leur dispute se déroula. Quoi qu'il en soit, après s'être battus sauvagement, ils se séparèrent. À la suite de leur dispute, une guerre éclata. La première guerre qu'ait connue la Terre. Celle depuis laquelle les dauphins et les requins ne s'apprécient plus. Celle depuis laquelle on n'a plus jamais vu de sirène.
S'ils avaient su, ces 4 amis, que seules quelques larmes auraient pu tout stopper. Si de vraies larmes d'amitié étaient tombées de leurs yeux, la guerre et tous les malheurs qui s'ensuivirent se seraient arrêtés aussi simplement que ça. Mais ils ne savaient pas, ils ne se doutaient pas. Bien sûr, c'était la première dispute que la terre ait connue. Le lieu devint bientôt maudit. Il représentait à lui seul toute la souffrance et l'ignominie que le monde avait vécue. Toutes les espèces vivantes évitaient d'y porter le regard et le laissèrent à l'abandon. Et c'est précisément ce genre d'endroit dont raffolent les démons. Cachés dans leur monde, ils avaient observé la guerre et ils attendaient impatiemment pour venir sur la terre que toute cette histoire s'envenime. Attention, ne croyez pas que les démons sont méchants par nature. C'est simplement qu'ils se nourrissent du malheur et de la souffrance comme nous nous nourrissons de pain et d'eau. C'est comme ça qu'ils subsistent. Ils n'ont rien appris d'autre, dans leurs écoles de démons, vous savez. Mais ce n'est pas une raison pour se laisser faire si vous en croisez un, bien sûr. Et donc, lorsqu'ils virent qu'il y avait sur terre assez de souffrance pour se nourrir, l'un d'entre eux vint s'installer aux grottes. Il s'appelait Grimont. Il était effroyable. Pendant des millénaires, il s'amusa à semer la discorde et la haine partout sur la terre. Il attisa des guerres, vola des trésors qu'il ramena à son repère. Et au fur et à mesure des siècles, il prit l'apparence d'un gigantesque dragon et accumula un trésor tout aussi gigantesque. Partout, on redoutait son souffle. Partout, on craignait son ombre. Mais en même temps que la crainte, il inspira également la convoitise. Certains auraient bien voulu s'emparer de son trésor. Un roi y parvint. Il s'appelait Béronsard. À l'aide de magie et d'une gigantesque armée, il captura Grimont et l'enferma dans un grand cachot creusé sous une tour de son château, derrière une porte de fer dont le roi gardait la clé en permanence autour du cou. Puis, les années passèrent. Les descendants de Béronsard gardaient toujours la clé. Le dragon, lui, s'était mis en veilleuse et attendait son heure. Et l'histoire du dragon enfermé sous la tour devint une légende. Le roi, à cette époque, s'appelait Charles. Il avait 3 enfants, Jacques, Suruis et Marie. Jacques et Suruis se destinaient à être chevaliers. Ils passaient le plus clair de leur temps à s'entraîner. Ils apprenaient à se battre à l'épée, à tirer à l'arc, à monter à cheval. Marie avait un cœur pur. Elle était si simple, si gentille, si aidante que tout le monde l'appelait communément Sainte Marie. Mais contrairement à ses frères, elle n'avait pas beaucoup de choses à faire, notre Sainte Marie. Quand elle avait fini d'aider en cuisine et qu'elle se fatiguait de ses exercices de flûte, elle s'ennuyait beaucoup. Elle s'ennuyait d'autant plus qu'elle était la seule enfant de son âge au château. Elle flânait alors dans les grands corridors, le regard rêveur, et elle espérait, oh oui, elle espérait de tout cœur, rencontrer un ami. Or, un jour qu'elle vagabondait au détour d'un couloir, elle ouvrit une porte qu'elle n'avait jamais ouverte, et derrière, elle vit un escalier qu'elle n'avait jamais vu,
qui s'enfonçait dans les ténèbres. Ses frères arrivèrent à ce moment précis. Ils étaient en train de s'entraîner à l'épée. Jacques et Suruis s'arrêtèrent et dirent à Marie : « Mon Dieu, Sainte Marie, ne descends jamais ces escaliers. N'as-tu jamais entendu la légende du dragon ?» Elle l'avait entendue, oui, mais c'était une légende, une histoire pour faire peur aux enfants, rien de plus. Elle fit mine de s'en aller, mais dès que ses frères furent partis, ô malheur, elle revint sur ses pas et, ô malheur, elle descendit les escaliers. Elle arriva devant la grande porte en fer et, ô malheur, elle appela. « Hé, le dragon, t'es là ?» Après un moment de silence, Marie entendit un bruit suivi d'un long bâillement, puis de derrière la porte, une voix demanda doucement : « Qui est là ?» Marie eut peur d'abord. Elle pensa s'enfuir, mais elle puisa dans son courage et répondit fièrement : « Je suis Marie, la fille du roi, et l'on me surnomme Sainte Marie. » « Une sainte !» reprit la voix sur un ton de honte. « Une sainte alors que je suis un maudit ! Pourquoi viens-tu me tourmenter ?»« Oh, je ne suis pas venue vous tourmenter, » répondit Marie en s'excusant. « Mais qu'avez-vous fait pour être enfermée ?»« J'ai fait de vilaines choses, » répondit la voix en sanglotant. « Mais je m'en veux tellement. Je suis si seul ici et depuis si longtemps. J'ai eu le temps de réaliser tout le mal que j'avais fait et j'aimerais qu'on me pardonne. »« Moi aussi, je suis seul. Si vous voulez, on pourrait jouer ensemble, » proposa Marie. « Oh, ce serait si merveilleux, » répondit la voix. Marie proposa un jeu de devinette que la voix derrière la porte accepta. Ils jouèrent longtemps. Quand soudain, Marie se releva brusquement. « On m'appelle pour manger, il faut que j'y aille. »« Manger ? Oh, je n'ai plus mangé depuis si longtemps, » dit la voix envieuse. « Plus manger ? Mais je peux t'apporter des pâtes. J'adore faire des pâtes avec des légumes du jardin. Mes frères adorent quand j'en prépare. »« Je ne sais pas ce que c'est, des pâtes, » dit la voix. « Mais je serais très heureux d'en goûter, surtout si c'est toi qui les prépares. Il y a un petit trou sous la porte. Tu pourrais y glisser une assiette. »« Eh bien, j'en apporterai demain, » dit Marie. « Tu joueras encore avec moi ?»« Je jouerai chaque fois que tu en as envie, » dit la voix. « Est-ce que je peux être ton ami ?» demanda la voix à Marie. Marie eut un étrange sentiment. Elle se sentait si heureuse d'avoir joué avec quelqu'un. Elle n'avait peut-être pas vu cet inconnu qui était enfermé. Elle ne le connaissait pas encore vraiment, mais elle avait passé un bon moment. Elle répondit « oui » et elle promit de revenir. « Mais comment t'appelles-tu » demanda Marie. « Grimond » répondit la voix. Et Marie revint le lendemain, mais aussi tous les autres jours qui suivirent. Elle et Grimond jouaient, se racontaient des histoires,
Marie jouait de la flûte, préparait des pâtes, surtout des pâtes à la sauce béchamel que Grimont adorait. Et dans l'ombre, Grimont félicitait Marie. Marie était si heureuse de s'être trouvée un ami. Un an passa avant que la voix ne dise un jour « Marie, les amis, les vrais, peuvent se voir. Ils savent à quoi ils ressemblent. Moi, je ne sais pas à quoi tu ressembles. Je serais si heureux de te voir. » Marie eut peur. Elle dit à Grimont « Je ne peux pas ouvrir la porte, c'est interdit. Et quand bien même je le voudrais, je ne sais pas où est la clé. » Grimont répondit « Oh non, surtout ne le fais pas si c'est interdit. Je n'aurais pas envie que tu aies des problèmes. Et de toute manière, la clé, c'est ton père qui l'a à son cou. Je ne pense pas qu'il te la donnerait pour me laisser te voir. » Marie ne dit rien. Mais le soir, dans son lit, elle était tourmentée. Elle aurait bien envie, elle aussi, de voir Grimont. Elle serait si heureuse de lui faire la surprise. Et en même temps, elle savait que son père ne lui donnerait pas la clé et elle n'avait pas envie d'aller la prendre sans son accord. Mais Grimont s'était toujours montré si gentil, et puis ce n'était que pour quelques minutes. Après cela, elle refermerait la porte et irait remettre la clé. Après s'être tournée et retournée dans son lit pendant des heures, Marie se décida. Elle entra dans la chambre où ses parents dormaient. Sur les vêtements repliés du roi, il y avait la clé. Elle la prit. Sans bruit, elle se dirigea vers la tour et descendit les escaliers. Arrivée en bas, elle avait le cœur qui battait très fort. Elle dit discrètement « Grimont, j'ai la clé. Je t'ouvre, on se regarde, et puis je referme. D'accord ?»« Promis !» répondit Grimont. Marie tremblait autant de crainte que de joie. Elle mit la clé dans la serrure et la tourna dans un grincement métallique. La grande porte de fer s'ouvrit, et dans l'obscurité de l'énorme cellule, Marie vit, effrayée, deux énormes yeux jaunes, avant de pouvoir apercevoir dans la pénombre le corps gigantesque du dragon, car c'était bien le dragon. Et dans un grand éclat de rire, il dit à Marie « Merci de m'avoir libérée, pauvre naïve. Mais comme tu m'as libérée, je te laisserai 2 minutes pour t'enfuir. » Marie protesta. « Mais tu avais promis. » « Et tu as été assez sotte pour me croire. File avant que je ne change d'avis et que je te transforme en chair à pâté. » Marie s'enfuit aussi vite qu'elle put. Elle alla à sa chambre et ferma la porte. Elle avait en elle un sentiment tellement bizarre qu'elle n'arrivait même pas à pleurer. Il ne fallut pas beaucoup de temps avant qu'elle n'entende un bruit effroyable d'effondrement, puis des cris. « Un dragon ! Le dragon de la tour s'est échappé! Au secours !» Le dragon cracha quelques flammes sur le château, mais il ne s'attarda pas. Il partit à tire-d'aile. Sans doute avait-il souffert de son long enfermement. Il devait se refaire des forces. Marie ne dit rien. Personne ne sut qu'elle était responsable de la fuite du dragon. Et personne n'aurait soupçonné Marie.
Elle si gentille, si sainte. Le lendemain, les trompettes annoncèrent le départ de Jacques et Surui. Ils s'en allaient sur les traces du dragon avec toute une armée. Ils voulaient tenter de l'attraper tant qu'il était encore faible. Il s'était certainement réfugié dans son ancien repère aux grottes de Goyer. Mais aucun n'en revint, ni le jour même, ni les suivants. Si bien qu'après 2 semaines, Marie quitta le château. Marie était décidée à rejoindre Grimont et à sauver ses frères si c'était encore possible. Elle n'emporta avec elle que ce qu'elle avait en partant: sa robe de princesse, ses chaussures et un collier qu'elle portait toujours autour du cou. Elle s'apprêtait à quitter le village lorsqu'elle entendit soudain un gémissement. Elle s'approcha. C'était un renard. Il avait sans doute tenté d'aller chaparder une poule, mais il s'était fait prendre dans un piège qui lui blessait la patte. Le renard vit Marie et lui demanda: « Aide-moi, s'il te plaît. » Marie s'approcha du renard et tenta de l'aider, mais le piège était tellement coupant qu'elle risquait, en l'aidant, de se blesser elle aussi. Elle détacha son collier et s'en servit pour tirer sur le piège. Le piège s'ouvrit. Le renard enleva sa patte et mit un bout de bois dans le piège pour que Marie puisse récupérer son collier. Le renard remercia Marie et lui dit: « Sainte Marie, je te connais, tu es la fille du roi. S'il te plaît, donne-moi ton collier afin que je me souvienne chaque jour d'aider ceux qui en ont besoin comme tu m'as aidé aujourd'hui. » Marie lui donna son collier. Le renard la remercia et lui dit: « Marie, si un jour tu as besoin d'aide, appelle et j'arriverai. » Et il s'en alla. En traversant la prairie, Marie aperçut un homme grand et fort assis sur une pierre. En arrivant à sa hauteur, elle se rendit compte qu'il avait l'air fort embêté. Marie le salua et lui demanda: « Tout va bien, monsieur ?»« Monsieur, monsieur !» s'étonna-t-il. « Vous ne me reconnaissez pas, moi, Osmose, le héros de la contrée? Je suis l'homme le plus fort et le plus rapide de Faux. À la course ou à la nage, personne ne peut me battre. Et vous, princesse, vous ne savez pas qui je suis. »« Ah oui !» répondit Marie. « J'ai déjà entendu parler de vous au château, mais vous me semblez soucieux. »« C'est que... » commença Osmose. « C'est que mon lacet s'est défait en courant. Puis en tentant de le remettre, je l'ai cassé. Ce qui est ennuyeux, c'est que sans chaussures, je n'arriverai jamais à temps. »« À temps où ça ?» demanda Marie. « Je suis en train de faire une course contre Lucky.
expliqua Osmose. Le premier de nous deux qui arrive en haut de la colline a gagné. Bien sûr, Lucky monte son cheval Flèche qui est très rapide. Sinon, il ne m'aurait pas proposé cette course, bien sûr. Mais je vais vous aider, déclara Marie en dénouant le lacet de sa chaussure. Elle le tendit à Osmose, qui lui dit, l'air gêné, « Je ne sais pas lasser mes chaussures, j'ai de trop gros doigts. » Marie étouffa un rire, mais elle se pencha et remit le lacet. Il était temps. Un cheval au galop les dépassa. C'était Lucky et son cheval qui venaient de les rattraper. « Toujours en train de draguer les filles !» lança Lucky en direction d'Osmose. Osmose se mit debout et dit à Marie, « Marie, si un jour tu as besoin d'aide, appelle et j'arriverai. » Sur quoi il se mit à courir pour rattraper le cheval. Marie continua sa route à pieds nus. Elle traversa un hameau et entendit quelqu'un pleurer. C'était une jeune fille du même âge qu'elle. Marie l'avait déjà vue. C'était la fille du boulanger. C'est elle qui apportait le pain au château. Marie s'arrêta et lui demanda. « Bonjour, Ara. Puis-je t'aider ?»« Je ne pense pas que vous puissiez m'aider, princesse. Je suis amoureuse de Jean-Pierre. Et si je pleure, c'est que je ne peux pas le rejoindre ce soir. »« Pourquoi donc ?» demanda Marie. « Est-ce loin d'ici ?»« Non, ce n'est pas ça, » répondit-elle. « Il est garde au château de Gèves. Ce n'est pas si loin, mais c'est le grand bal donné par le prince ce soir. Je ne pourrai jamais y entrer vêtue de la sorte. Seules les dames richement vêtues sont acceptées au bal. » Ara portait un tablier de boulanger sur une simple robe de dame du village. Marie lui proposa. « Écoute, Ara, moi j'ai ma robe de princesse, mais là où je vais, je n'en aurai pas besoin. Si tu veux, nous pouvons échanger nos vêtements. Comme ça, tu pourras rejoindre ton Jean-Pierre. » Ara eut un magnifique sourire. Les deux filles échangèrent leurs vêtements, et quand elles furent apprêtées, Ara dit à Marie, « Marie, si un jour tu as besoin d'aide, appelle et j'arriverai. » J'ai une robe, une très belle robe pour aller à mon bal. Puis elle s'en alla en direction du château de Gèves. Marie continua sa route. Peu de temps après, elle arriva à proximité de la grotte de Goyer. C'était la direction qu'avaient prise Jacques et Suruy, certains que le dragon aurait voulu atteindre son ancien repère. L'endroit était sombre et sinistre et pas un arbre ne poussait aux alentours. Marie s'approcha de la falaise au pied de laquelle s'ouvrait l'ouverture de la grotte. Mais soudain, son regard s'arrêta non loin de là sur deux grandes dalles de pierre. Il y était inscrit quelque chose qu'elle n'arrivait pas à distinguer. Elle s'approcha encore plus près jusqu'à pouvoir lire. Ici sont enterrés Jacques et Suruy,
fils du roi, vaincu par le dragon Grimon. Marie se laissa tomber au sol, en pleurs. Ainsi, elle était arrivée trop tard et par sa faute, ses frères étaient morts. Elle s'en voulait terriblement de s'être laissée avoir par Grimon et de l'avoir libérée. Elle pleurait tant qu'elle n'entendit pas le lourd battement d'ailes qui se rapprochait. Elle pleurait tant qu'elle ne vit pas l'énorme ombre descendre vers elle. Elle pleurait tant qu'elle ne sentit pas l'haleine sulfureuse de Grimon, même pas quand il vint renifler la petite princesse. Elle ne se rendit compte de sa présence que lorsqu'il rompit le silence. Ainsi tu voulais sauver tes frères. Mais il est trop tard, petite Marie, dit Grimon en ricanant. Tes frères ont eu ce qu'ils méritaient, mais toi, je ne t'imaginais pas si courageuse. Il laissa un long silence s'installer, puis il dit « Je pourrais te manger, mais je n'ai plus faim. Je reviens d'Altine, où j'ai été dévorer une douzaine d'humains après avoir brûlé quelques maisons. Je vais te laisser la vie sauve. Mais en échange, tu me prépareras chaque jour de tes délicieuses pâtes, et ne tente pas de t'échapper, sinon je te rattraperai et je te mangerai. » Et il en fut ainsi. Sainte Marie s'enfonça dans un mutisme profond. Elle ne souriait plus, elle semblait être devenue un automate capable seulement de cuisiner des pâtes pour le dragon. Et plusieurs semaines s'écoulèrent ainsi. Un soir, Grimon revint à la grotte de fort mauvaise humeur. Il s'était blessé au clocher d'une église et il perdait un peu de sang. Il dit à Marie, « Si tes pâtes ne sont pas bonnes aujourd'hui, je te mange comme dessert. » Et ce faisant, il se rapprocha de Marie pour renifler la casserole où bouillait l'eau des pâtes. Une goutte de sang tomba de sa blessure et arriva pile sur la lèvre de Marie. Dans un geste réflexe, elle le goûta. Or, comme tout le monde le sait, le sang d'un dragon confère des pouvoirs magiques. Marie s'en aperçut le lendemain. Elle allait puiser de l'eau à la rivière pour la cuisson quotidienne des pâtes lorsqu'elle entendit deux mésanges discuter. « Voilà que je deviens folle, » pensa-t-elle. « Je comprends les oiseaux maintenant. » Et les oiseaux parlaient justement d'elle. « Oh, la pauvre petite! Si seulement elle savait que ses frères ne sont pas vraiment morts, elle sortirait de son mutisme et tenterait de les aider. Oui, si seulement elle savait que le dragon les garde par cruauté dans un sommeil profond. Tout ça pour le plaisir de la voir souffrir. Oui, et la garder près d'elle pour qu'elle lui prépare des pâtes à la sauce béchamel. Oh, si elle pouvait découvrir le secret de Grimon, la seule chose qu'il craint et qui pourrait le faire mourir, elle pourrait l'obliger à rendre la vie à ses frères. Mais malheureusement, personne ne connaît ce secret hormis Grimon lui-même.
Les deux oiseaux s'envolèrent et Marie s'assit. Apprendre qu'elle pouvait libérer ses frères lui rendait soudain goût aux choses, goût à la vie. Elle s'assit et pensa, et après un moment, un plan s'élabora dans sa tête. Elle partit sans tarder au village le plus proche. Les gens s'étaient enfuis de là par peur du dragon. Marie entra dans l'auberge abandonnée et y trouva un tonneau de vin. C'est ce qu'elle cherchait. Elle le hissa sur une brouette qu'elle trouva et l'amena au repaire de Grimont où elle prépara les pâtes. Quand Grimont rentra, il vit le tonneau et demanda à Marie : « D'où vient ce tonneau ?»« Ce sont les gens de Goyet qui l'ont apporté en cadeau pour honorer votre monstruosité. Ils vous vénèrent comme un dieu. » Grimont s'étonna du ton de Marie. « Tu me sembles plus joyeuse que d'habitude. Je déteste la joie. Enlève-moi ce sourire de ton visage ou je te mange pour dessert. » Marie répondit : « Si je suis joyeuse, c'est peut-être parce que j'ai moi-même goûté de ce vin. » Le dragon se mit en colère. « Tu as pris de mon vin ? Le vin qu'on m'a apporté à moi en vénération ? Mais tout ça est certainement un piège tendu par les villageois. Ils veulent me saouler. Ils sont certainement cachés dans les rochers et attendent que je m'endorme pour m'assaillir. Mais je vais leur montrer que je ne crains pas leur piège. » Et à ces mots, il prit le tonneau et l'avala d'un coup. Marie attendit un moment, puis lui dit : « Eh bien, il me semble qu'il n'y ait personne. Ou bien ils craignent trop votre monstruosité pour oser vous attaquer. J'imagine qu'ils ont entendu parler de votre invincibilité. » Grimont éclata de rire. Il semblait être soûl. « Mon invincibilité ! S'ils savaient, ces pauvres fous, que la seule chose que je crains, c'est la corne de la dernière licorne tirée par la corde d'argent depuis l'arc de cristal. Mais ces 3 objets sont gardés par 3 sorciers qui se détestent tant que jamais les objets ne seront rassemblés. Donc non, je ne crains rien. » « Mais qui sont donc ces 3 sorciers et où habitent-ils » demanda Marie. « Pas loin en plus. Pirsoul habite le château de Faux, Pierreux à Arville et Blosquin au château d'Altine. » Et après avoir dit cela, il tomba profondément endormi. Le lendemain, Grimont se réveilla de mauvaise humeur. « J'ai mal à la tête ce matin. Qu'avons-nous fait hier soir ?» demanda Grimont à Marie. Marie ne dit rien et baissa les yeux. « Ce sont certainement tes pâtes. Si elles ne sont pas bonnes ce soir, je te mangerai comme dessert. » Sur quoi, il prit son envol et disparut. Marie ne traîna pas. Elle se mit en marche vers le château de Faux, où habitait le sorcier Pirsoul. Elle arriva bientôt et se cacha pour ne pas se faire remarquer. Elle attendit un peu, puis vit le hideux sorcier sortir de son château et s'adresser à un petit chien noir. « Toutou, je m'en vais ramasser quelques crapauds le long de la rivière. Si quelqu'un tente de rentrer, préviens-moi en aboyant, j'arriverai sur le champ. » Pirsoul s'éloigna à la hâte. Marie, dans sa cachette, perdit courage. « Je ne peux tout de même pas y aller. Si le chien aboie, le sorcier arrivera et tout sera perdu. » Elle pensait ainsi lorsque le renard apparut. Il dit à Marie : « Marie, j'ai senti que tu avais besoin d'aide et me voici. » Marie le mit au courant de la situation et le renard s'exclama : « Je connais bien Toutou, le chien de Pirsoul. Il est très féroce, mais il a un point faible. Tu vas voir. Je vais l'attirer loin, aussi longtemps que possible, pour que tu puisses rentrer dans le château et y chercher ce que tu dois. » Et aussitôt le renard s'en fut.
Quelques instants après, Marie entendit le renard s'adresser au chien. « Toutou! Hey, Toutou !»« Quoi, qui m'appelle ainsi ?»« C'est moi !» dit le renard en sortant d'un buisson. « J'ai trouvé un os de dinosaure. »« Un os? Où ça, un os ?» s'exclama Toutou tout exalté. « Pas trop loin. Le problème, c'est qu'il est enterré et vu sa taille, je n'arrive pas à le déterrer tout seul. Tu pourrais venir m'aider ?»« Mais je dois surveiller le château, » dit Toutou, l'air embêté. « Oh, il n'y en a vraiment pas pour longtemps, » dit le renard. « On le déterre, on le partage et tu reviens. »« Bon, » dit Toutou. « D'accord, mais faisons vite. » Et Toutou suivit le renard dans la forêt. La voie était libre. Marie courut au château, poussa la porte qui n'était pas fermée et entra. Elle trouva rapidement la corne de la dernière licorne exposée sur un coussin de velours au sommet d'un piédestal. Elle allait la prendre lorsque soudain le renard apparut. « Arrête, Marie, mon flair me dit que c'est un piège. Nous n'avons pas longtemps pour trouver la vraie corne. Toutou va bientôt revenir. Attends-moi ici. » Le renard disparut et Marie l'attendit en silence. Il revint bientôt tenant entre ses dents une corne en tout point similaire à la première et l'attendit à Marie en lui annonçant « Celle-ci était cachée en dessous du lit de Pirsoul et dégageait l'odeur d'un animal que je ne connais pas. C'est certainement la vraie. » Marie et le renard sortirent en courant et allèrent se cacher derrière un talus. Il était temps, car à ce moment précis, Toutou sortit de la forêt en grommelant « Ah, si je tenais ce maudit renard, je lui ferais manger sa queue !» Le renard dit à Marie « Ce soir, Pirsoul se rendra compte que la corne a disparu et il se mettra certainement à sa recherche. Il vaut mieux ne pas traîner. » Il fit grimper Marie sur son dos et courut de toutes ses forces en direction du château d'Arville. Mais à mi-chemin, il s'arrêta épuisé. « Vas-y déjà, Marie, je te rejoins dès que j'ai repris des forces. » Marie se mit à courir, mais se fit bientôt dépasser par Osmose. « Marie, j'ai senti que tu avais besoin d'aide et me voici. Monte sur mon dos et explique-moi comment je peux t'aider. » Marie grimpa sur le dos d'Osmose, et le temps qu'elle le mit au courant de la situation, ils étaient arrivés au château d'Arville. Là, cachés derrière un buisson, ils virent le sorcier Pierreux sortir du château et s'adresser à une sorte de grosse citrouille sculptée posée à côté de la porte. « Mais je roule, je dois m'absenter jusqu'à ce soir. Si jamais quelqu'un s'approche du château, il te suffit de crier mon nom et j'apparaîtrai aussitôt. »« Oui, maître, » répondit la tête citrouille. Et Pierreux s'en fut. Osmose dit à Marie d'un air vantard « Ne t'inquiète pas, Marie, je ne suis pas seulement le plus fort, je suis aussi le plus adroit. Et avant que cette citrouille n'ait eu le temps d'appeler Pierreux, c'est une pierre bien ajustée qui lui clouera le bec. » Et sans plus traîner, Osmose prit une pierre, se leva et visa la citrouille. La citrouille vit Osmose et voulut crier, mais elle n'eut pas le temps d'émettre un son, que la pierre lui atterrit dans le gosier en prenant tant de place qu'elle ne put plus parler. Marie et Osmose coururent vers le château et tentèrent d'entrer, mais la porte était fermée. Alors Osmose défonça la porte sans plus tarder. Ils trouvèrent rapidement la corde d'argent. Elle était coincée sous un énorme bloc de pierre que même Osmose eut du mal à soulever. Mais il y parvint finalement et Marie prit la corde d'argent. Ils coururent vers le château d'Altine où ils furent rejoints par le renard. Et quelques instants plus tard par Ara qui annonça « Marie, j'ai senti que tu avais besoin d'aide et me voici. » Marie mit rapidement Ara au courant de la situation. Et Ara lui déclara « Je viens de voir ce maudit Blosquin s'en aller vers la ville. Il ne rentrera certainement pas tout de suite, mais tu vas devoir te débarrasser de son garde. Heureusement, sois sans crainte, car je connais le gaillard. C'est une sorte de cow-boy du nom de Girard.
qui tire au fusil plus vite que son ombre. L'autre jour, en allant au bal, je l'ai rencontré et il a tenté de me séduire, alors que j'étais avec mon Jean-Pierre. » Sans plus attendre, Hara alla trouver Girard sur le pont-levis et lui dit « Oh, mon beau Girard, j'ai à vous parler. »« Madame, qu'est-ce que j'entends? Vous voulez me parler à moi et non plus à ce Jean-Pierre de pacotille ?» Oui, Girard, vous savez, les sentiments sont comme le vent, ils changent parfois de direction, mais nous serions plus à notre aise pour parler de cela dans le parc du château. » Avec plaisir, madame, mais je ne resterai pas longtemps car j'ai promis à mon maître de garder son château. Et Dieu sait comment il me punirait s'il ne me trouvait pas ici à son arrivée. Heureusement, il ne rentrera pas avant ce soir. Hara entraîna Girard vers le parc du château. Et tout en marchant, elle décrocha la clé qu'il avait à la ceinture et la jeta dans l'herbe après s'être assurée que Marie et ses amis la regardaient. Quand ils eurent disparu, le renard apporta la clé à Marie et lui dit « Osmose et moi allons rester dehors pour surveiller. Va vite chercher l'arc de cristal. » Marie se précipita vers l'entrée du château. La clé s'ajusta, tourna dans la serrure et la porte s'ouvrit. Marie entra, mais là, stupeur. Dans la grande salle se tenait une étrange dame richement vêtue. Celle-ci lui dit « Je suis l'épouse de Blosquin, et j'imagine bien ce que tu es venu chercher ici, mon enfant. Tu veux certainement t'emparer de ce fameux arc de cristal que Blosquin chérit jalousement. Blosquin est un méchant homme, je ne l'aime pas. Mais il me rapporte des bijoux, et j'adore les bijoux. Alors je suis prête à te donner l'arc en échange de tes richesses. Si tu n'en as pas, tant pis pour toi. J'appuierai sur ce gros bouton rouge que tu vois là, et le méchant Blosquin arrivera directement. » Marie, qui, souvenez-vous, avait donné son dernier collier au renard, s'apprêtait à dire à l'étrange dame qu'elle ne possédait rien lorsqu'Hara rentra dans la salle. « J'ai entendu votre marché, madame, » dit Hara à la femme de Blosquin. « Est-ce que ce diamant vous convient en échange de votre silence ?» Et tout en disant ces mots, Hara retira de son doigt une bague sur laquelle était serti un magnifique diamant. « Cela me convient, » dit la dame. « Prenez l'arc, je ne préviendrai pas mon mari jusqu'à ce soir. » Marie prit l'arc et sortit du château. Hara lui dit « Fais vite, Marie, j'ai demandé à Girard de m'écrire un poème d'amour, mais je ne sais pas du tout combien de temps ça va lui prendre. »« Mais d'où venait cette magnifique bague que tu as donnée à l'épouse de Blosquin ?» demanda Marie à Hara. « C'est Jean-Pierre qui me l'a donnée hier comme cadeau de fiançailles, mais ne t'en fais pas, je lui expliquerai et il comprendra. » Arrivé dehors, Osmose dit à Marie « Monte sur mon dos, Marie, car le soir tombe et Grimont ne va pas traîner à rejoindre son repère. » Marie embrassa Hara et le renard et monta sur le dos d'Osmose qui courut aussi vite qu'il put pour arriver aux grottes. Il déposa Marie en lui souhaitant bon courage et s'en alla rapidement, car sa force ne l'empêchait pas de craindre le dragon. Le soir tombait et Grimont ne fut pas long à arriver. Il se posa et s'exclama d'une haute voix « Ça ne sent pas les pâtes, Marie. Qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie que tout cela est fini, Grimont, » dit Marie en sortant de la grotte où elle s'était cachée. Elle tenait dans son poing l'arc de cristal sur lequel était fixée la corde d'argent. La corne de licorne y était ajustée comme une flèche et Marie menaçait Grimont. «
Qu'est-ce que cela signifie? Rugit Grimont. Cela signifie que j'ai rassemblé en une journée les 3 objets que vous craignez et que vous avez intérêt à libérer mes frères rapidement, sans quoi vous pourriez mourir prochainement. Le dragon était fou de rage, mais il craignait pour sa vie. Il se retourna vers les tombes et souffla dessus. Un instant après, les pierres s'ouvrirent et Jacques et Suruy, les 2 frères de Marie, apparurent bien vivants. Ils se précipitèrent vers Marie qui faisait face au dragon. Ils lui demandèrent avec quoi elle le menaçait. Elle leur répondit que c'était la seule arme que Grimont craignait. Puis, elle s'adressa à Grimont. « Grimont, en souvenir de notre amitié, je te laisse 2 minutes pour t'enfuir et ne jamais revenir. »« Non !» cria Suruy. « Il faut que ce démon meure pour tout le mal qu'il a infligé. »« Non !» protesta Marie. Mais Jacques attrapa Marie pendant que Suruy lui arrachait l'arc des mains. Il tira sur le dragon en plein cœur. Grimont s'effondra au sol. Marie se précipita vers lui en pleurant. Elle prit la tête du dragon dans ses bras et dit entre 2 sanglots : « Je ne voulais pas que ça se termine comme ça, mon ami. » Grimont ferma alors les yeux et versa plusieurs grosses larmes. Étaient-ce des larmes d'amitié ? En tout cas, les larmes coulèrent au sol et elles rencontrèrent les larmes de Marie. Et au moment où leurs larmes se rencontrèrent, l'herbe reverdit tout autour d'eux, les arbres poussèrent et les plantes fleurirent comme par magie. On entendit des oiseaux chanter et de l'eau couler au fond de la grotte. Pendant plusieurs minutes, les 2 frères n'osèrent bouger. Soudain, dans un dernier élan, le dragon prit son envol et se dirigea vers le village de Faux. Mais il avait été touché au cœur et son heure était venue. Il s'effondra au sommet d'une colline et mourut. Le temps passa et son corps se décomposa. Il ne reste plus aujourd'hui que le squelette de sa queue que de nombreux promeneurs viennent curieusement observer. Mais si la tradition nous indique qu'il s'agit de la queue du dragon, rares sont ceux qui connaissent réellement son histoire. Et que dire d'autre sinon qu'on ne trouva dans les grottes aucun trésor et que les 3 sorciers disparurent mystérieusement en même temps que Grimont. Jacques et Suruy rentrèrent au château où ils furent acclamés en héros. La nouvelle de leur retour fit rapidement le tour de la région et partout l'on racontait que le dragon les avait endormis et gardés dans des tombes près du village de Faux. Les gens venaient de loin pour se recueillir sur ces tombes, et le village fut rebaptisé Faux les Tombes. Marie ne voulut pas rentrer chez son père. Elle décida de s'installer au sommet d'une colline où elle s'occupa d'un troupeau de chèvres. Aux gens qui montaient la voir, elle racontait son histoire en s'accompagnant de sa flûte. Et elle ne manquait pas de terminer par ce morceau qu'elle avait joué un jour au terrible Grimont, son premier ami.
qu'on vous a raconté. Ah, et quoi? On me demande encore, ah oui, pourquoi la vallée du Samson? Eh bien, on raconte qu'un jour, pour des raisons mystérieuses, Marie s'en alla. On la vit, paraît-il, marcher vers le sud en compagnie d'un renard. Ara, son ami, aurait alors déclaré « Sans la flûte de Marie, cette vallée me paraîtra désormais Samson ». Et le nom de Samson est resté.